Merci à vous de m'accueillir. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Merci beaucoup de nous accueillir. Je voudrais, avant de commencer, dire à quel point, et je me fais le porte-parole de la plupart des personnes ici, on est ému que pour une fois, dans nos pays africains, des chefs d'État se déplacent, écoutent, prennent en compte ce que pensent ceux qui créent de la richesse, les hommes d'affaires. Jusque-là, nous étions habitués à ce que des gens viennent d'Occident, organisent des forats auxquels nos chefs d'État participaient quelquefois en tenant un discours rapidement. Et nous avions cette frustration d'avoir un rendez-vous où les chefs d'État écoutent les dirigeants, écoutent les chefs d'entreprise et prennent en compte leurs desiderata. Aujourd'hui, avant de commencer ce qui va être une émission aujourd'hui, je voudrais, au nom de l'organisation et à mon nom personnel, vous remercier infiniment. Je pense que c'est une première fois et nous espérons que ça va faire école. Nous, francophones, même si ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup, le président Obasanjo me disait toujours, nous sommes africaphones. Nous, francophones, nous sommes émus que vous soyez là. Hier, nous avons eu le président Mahamadou Issoufou qui est parti du Niger, de l'autre côté du continent, pour venir. Rien que pour cela, le président Macky Sall a envoyé son représentant ici. Nous avons notre doyenne, que nous aimons tous, Ellen Johnson Sirleaf, qui se déplace, qui vient du Libéria, c'est pas à côté. Nous avons M. Dramani, qui vient du Ghana, de l'autre côté, c'est pas à côté, pour écouter et pour parler de l'Afrique, notre nouvelle Afrique. On espère, Monsieur le Président, que vous n'allez pas baisser les bras et que vous allez faire des émules. Que vos confrères, vos pairs que vous rencontrerez diront souvent, nous aussi on va assister aux forats qui seront organisés dans nos pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Infiniment merci. Pendant 40 minutes, vous allez vous soumettre aux questions. Hier, quand j'avais fait la plaisanterie en disant que je voudrais sortir du Congo, certains ont pris ça au sérieux en croyant que vous m'aviez intimé l'ordre que vous ne répondez à aucune question et qu'il faut que je me conforme au programme. Je rassure tout le monde, c'était une boutade. Le président n'a pas fui les questions. Et on s'est beaucoup tué dans ce pays, je dis ça au passage, pendant longtemps, peut-être qu'on va parler maintenant. Alors, pendant 40 minutes, on va répondre aux questions. On va faire un jeu de questions-réponses. Je prendrai une seule question après. Je veux vous rassurer, si vous voyez dans la forme autre chose, c'est une émission de radio et de télévision. Pour RFI, ce sera diffusé demain matin à 8h10 en temps universel dans la merveilleuse émission de l'antenne Débat africain. Donc, ne vous formalisez pas sur ce que je vais dire, parce que c'est de la radio aussi. Et que nos dirigeants se conforment à cela, c'est une première sur notre continent. Vous voyez ça surtout aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, Congo is back. Plateau de rêve aujourd'hui dans cette 5e édition du Sultani Makutano. Et on m'a demandé de faire une annonce qui pour moi est hyper importante. Nous nous sommes réunis pendant plusieurs jours ici et généralement on fait des forats où on se sépare en buvant un verre, en buvant une coupe de champagne et en se serrant la paume. Pour les plus malins, ils rencontrent des copines. J'en ai pas rencontré depuis que je suis là. Sans rien faire ensuite, tout se termine là. Or là, Nicole et l'organisation avaient décidé qu'il faut qu'on marque le coup à chaque fois, que ce ne soit pas un rendez-vous inutile. Pendant ces 2 jours, on a attribué une bourse Sultani Makutano, Investing in People ASBL, dans le JAR, qui sera attribuée. Donc il y aura une bourse pour permettre aux femmes qui travaillent dans la recherche scientifique de poursuivre. C'est important, c'est très important parce que nous devons promouvoir le genre. Et je vous demande d'applaudir pour cette bourse qui est importante. Et puis au cours de ce Sultani Makutano, vous voulez des cachets, Monsieur le Président? J'en ai moi aussi. Non.
C'est efficace. Ou bien vous voulez qu'on coupe la clim? Ça, c'est impossible. Alors, au cours de ces Makutano, pendant 2 jours, on a eu une énorme annonce. Vous avez eu la géniale idée de recevoir ici l'un des plus grands footballeurs du continent, mon jeune frère Samuel Eto'o, qui, pendant plusieurs jours, a été sollicité par les grands médias internationaux pour annoncer sa retraite footballistique. Et il a décidé de l'annoncer sur la terre africaine, au Congo, au Sultani Makutano. Nous avons enregistré hier une émission au cours de laquelle il se confie pendant 48 minutes en mettant l'accent sur le fait que c'était important pour lui de s'adresser aux Africains d'abord. Désormais, vous pourrez regarder cette émission sur la chaîne de télévision Vox Africa, mais nous avons tenu, parce que nous nous sommes inscrits aussi dans le ZLEC, dans la ZLEC, je vais y arriver, à faire que toutes les télévisions francophones d'Afrique diffusent cette interview, que ce ne soit pas seulement l'affaire des chaînes du Nord. J'ai rien contre les chaînes du Nord, d'ailleurs c'est une de ces chaînes qui me nourrit tous les jours. Mais pour une fois, on peut être panafricain, dont les chaînes africaines vont diffuser avant celles du Nord. Et ça, c'est un cadeau. Je vous demande d'applaudir Samuel Eto'o pour cela. Mais la grande annonce, Monsieur le Président, c'est ce que vous avez pu nous faire savoir hier matin. Dans votre adresse, vous avez promis une très grande table ronde sur le climat des affaires. Ce n'est pas tout le temps qu'on le fait. Merci pour cette promesse, sauf que moi je suis journaliste, donc on va vous attendre pour voir si c'est vrai. Mais en attendant, on vous croit et merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça montre que pendant 60 ans, on a discuté de politique, maintenant on va parler économie et que vous allez nous accompagner dans ce sens-là. Voilà quelques points qui ont eu lieu, qu'on a pu obtenir, quelques résultats qu'on a pu obtenir pendant ce Sultani Makutano. Et je voudrais vous demander de toutes vos forces d'applaudir les organisateurs de ce rendez-vous qui est devenu, de mon point de vue, l'un des plus importants sur le continent. C'est un pied de nez pour moi, Monsieur le Président, parce que quand j'ai pris l'avion en disant on va faire le Makutano au Congo, on m'a dit t'as pas peur d'Ebola, non? Et on a dit ils sont pas crédibles, hein, tu crois que ça va se tenir? Et bien là, j'étais très content qu'on filme ou qu'ils voient ça à la télé, qu'ils voient qu'ici, ça se passe vraiment. Merci beaucoup. Et que vous n'êtes pas en train de vous battre avec votre prédécesseur. Plateau de rêve, aujourd'hui, dans cette 5e édition du Sultani Makutano, nous sommes installés à Kinshasa, avec plusieurs chefs d'État qui ont accepté de jouer le jeu en venant directement répondre aux attentes, aux questions des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, de la société civile, réunis ici dans la capitale congolaise pour discuter de développement dans le climat de mutation en cours, tant en République démocratique du Congo que sur le continent, avec la ZLEC, la zone de libre-échange économique africain. Plusieurs dirigeants donc sur ce plateau. Je ne pouvais pas rêver de mieux. D'abord, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui est accompagné aujourd'hui de la première dame. C'est rare que j'ai une première dame sur mon plateau. Merci beaucoup. Et bonjour, monsieur le président. Bonjour, madame la première dame, d'être là. Je suis flatté. Mes camarades de RFI vont être jaloux. Deuxième invité, madame Hélène Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria. Bonjour, madame la présidente, et merci d'être là. Notre troisième invité est John Dramani Mahama, ancien président de la République du Ghana et qui a fait le déplacement d'Accra pour être là. Bonjour, monsieur le président. Est-ce que son casque marche? Ça va? Ok, thanks. Et puis, juste à côté de moi, monsieur Cheikh Kanté, le représentant du président Macky Sall à ce forum, ministre auprès du président de la République, chargé du suivi du plan Sénégal émergent, qui est également sur ce plateau. Bonjour, monsieur le ministre. Alors, puisque vous me permettez de vous poser des questions, on m'a dit de respecter le genre. Monsieur le Président, vous ne souffrirez pas que je commence par la dame, et je sais que vous êtes plutôt ouvert à cela, pas comme certains. Madame la Présidente, vous avez effectué le déplacement à ce Sultani Makutano pour parler
d'investisseurs pour parler d'économie. Avez-vous l'impression que ça a été utile que vous veniez ici et que garderez-vous de ce Sultani Makutano où vous êtes venu? Let me say how pleased I am to have been a part of all the sessions that have taken place in the last 2 days. I came primarily to join on panels relating to the empowerment of women, the promotion of women in business, and to have an opportunity for interchange with the young people through the dialogue with the new generation. I go away not so much for what I was able to share from my experience, but I go away having learned so much from them. Really? Absolutely. I learned from the women how much they've prospered, the success so many of them have had, and how they've given back in many cases by reaching out to other women, to young women, through scholarships, through training. The head of Makutano and how she's created the movement that have mobilized not only Congolese here or people in your sub-region to discuss the transformation of the DRC and of Africa, but have internationalized it and brought all of us here to be a part of it so we can share what we have and, more importantly, learn what they have. And so for me, it has been an exhilarating experience, and I go back to share with my compatriots the success of here as we all await the awakening giant of DRC to take his rightful place. Mais avant de vous quitter, Madame la Présidente, vous savez très bien qu'il existe une espèce de barrière invisible, transparente, quelquefois entre les anglophones et les francophones. Et nous, francophones, quand on va dans les forêts, on ne parle qu'anglais. Vous êtes arrivés, on ne parlait que français. Je suppose que vous avez connu la même gêne que nous quand on va de l'autre côté. Est-ce que vous croyez qu'enfin, il va y avoir une rupture, on va rompre ce mur, on va casser le mur pendant que d'autres construisent, qui existe entre nous, francophones et anglophones, et devenir tout simplement africaphones avec la ZLEC? I think African leaders have to do more to bridge this gap. It's true that in many of our educational institutions, both languages are being taught, and the younger generation would bridge that gap to a large extent. But I also think we can do more. Let me say, what I experienced as the first woman president on the African continent. I mean, yes, I got along, I had good relations with all the colleagues and whatnot, but I couldn't have that kind of interchange with a kind of passion and emotion and commitment, as I would if I could have spoken to them in French or they could have spoken to me in English. So there's always that constraint. What can we do? I think we'll leave that to our leaders with the African Union to think more about it and see beyond the educational institutions, what can we do in the different protocols that we pass that will encourage, particularly us Anglophones, we are lazy to speak other languages. That's true. C'est pas moi qui vais vous les mentir là-dessus. Monsieur le Président de la République, vous avez pris en main les destinées de ce pays depuis peu de temps. C'est le premier véritable rendez-vous économique auquel vous assistez. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette nouvelle vague qui veut qu'enfin on parle économie et qu'on en finisse un peu avec le pur politique tout le temps? Bien sûr, mais bon, il faut dire que le côté politique englobe tout, y compris l'économie. Donc, Monsieur Alain Foka, je suis désolé de vous dire que vous ne vous débarrasserez pas de sitôt de la politique.
Mais si la politique pouvait passer au second plan, on apprécierait quand même. C'est pas possible parce que c'est elle qui régit tout et qui influe sur l'économie. Mais évidemment, nous avons besoin de politique économique, d'intégration économique, d'où cette idée géniale initiée par mes pères, celle de la ZLEC, la zone de libre-échange continentale africaine, qui doit normalement impulser l'Afrique vers le haut, qui est une sorte de marché unique que nous allons créer, un marché unique de plus d'1,5 milliard d'âmes. Vous vous imaginez ce que c'est? C'est une puissance en devenir. Donc nous avons vraiment besoin de cela en Afrique pour transcender évidemment nos capacités, nos réalités actuelles et d'aller de l'avant en renforçant nos capacités. Quand on vous entend, Monsieur le Président, forcément on est séduit. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans cette salle qui n'ait pas envie d'assister, de vivre à cet immense marché continental. Seulement, on a le souvenir des Kwame Nkrumah dans les années 50 qui ont aussi parlé de cela. Il ne s'est rien passé. Nous sommes en 2019. Vous venez d'arriver fraîchement à la tête, certes, de l'un des plus grands pays du continent. Mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse croire que ça va se réaliser plus aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé véritablement? Je voudrais avant tout rendre hommage, évidemment, au Kwame Nkrumah et aux autres pères de nos indépendances. Il ne faut pas essayer de mélanger les époques. Nous avions eu besoin de cette époque parce que c'est une période où nous sortions de la colonisation, nous arrivions, nos pays accédaient à l'indépendance et c'était une sorte de rupture avec l'aliénation mentale, coloniale, etc. que nos pères ont connue. Et donc, c'était nécessaire d'avoir cela. Malheureusement, ce panafricanisme s'axait sur des nationalismes. Donc il y avait beaucoup d'accent mis sur les nationalismes, ce qui était tout à fait normal parce que il était question de se libérer. C'était le climat. Idéologiquement et politiquement. Et donc c'était une période nécessaire. Mais évidemment, tant qu'économiquement on restait dépendant, économiquement, tant qu'on restait faible, cette indépendance ne demeurait qu'un vain mot. Il fallait la transformer en indépendance économique. Et c'est ça que nous avons posé comme base avec la ZLEC et qui va nous amener vers l'indépendance politique dont nous avons besoin et dont nos pères, les pères de l'indépendance africaine, avaient parlé. Vous avez le sentiment... Vous avez le sentiment qu'on est vraiment libéré économiquement aujourd'hui? Non, pas encore, pas encore. C'est pour ça que je vous dis que la ZLEC est ce sont les premières bases que l'on pose. Évidemment, il y aura d'autres, il y a des objectifs. Il y a l'objectif 2030, il y a l'objectif 2063. Nous ferons le point, hein. Les générations futures feront le point à ce moment-là. Mais nous sommes partis pour réussir parce que, tenez-vous bien, c'est 54 pays sur 55 en Afrique qui ont signé le pacte de la ZLEC. Et le dernier, l'Érythrée, est en voie de le faire. Et lorsque tous les parlements nationaux auront ratifié cela, la ZLEC deviendra une réalité. Et ce sera une bonne base pour démarrer. Je n'insiste pas trop dessus, Monsieur le Président, mais on vient d'assister à quelque chose d'extraordinaire, de violent, d'insupportable, d'inacceptable pour l'ensemble des Africains en Afrique du Sud, où des Africains ont été molestés, leurs biens brûlés, et on n'a pas eu de réelle réaction de la part à la fois de certains dirigeants, mais également du président concerné. Sa réaction est quelque peu venue tardive. Comment on peut croire à la ZLEC lorsqu'on assiste à de telles choses? Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux lorsque certains dirigeants ne se sentent pas concernés comme celui-là, même s'ils ont signé? Non, ce n'est pas un vœu pieux, je ne crois pas.
D'abord, je voudrais condamner, encore une fois, je l'ai fait hier, je le refais. Je crois que nous avons même usé des voies diplomatiques et autres pour faire comprendre notre désapprobation vis-à-vis de ce qui se passe. Mais ce n'est pas, il ne faut pas non plus l'aggraver, ce n'est pas la politique officielle de l'Afrique du Sud. C'est conjoncturel ce qui est arrivé. C'est souvent dû à l'ignorance d'abord, ensuite à la manipulation. Donc ce sont des jeunes gens que certains discours politiques peut-être ou certaines situations sociales, souvent désespérées, poussent à ce genre de choses. C'est conjoncturel. On a vu en France aussi le phénomène des gilets jaunes, etc. Ça n'a pas remis en question l'Union européenne. On a vu le phénomène Brexit. L'Union européenne n'en est pas morte. Donc, la ZLEC ne mourra pas. C'est quelque chose d'important pour l'Afrique et nous allons le réaliser quoi qu'il en coûte. Alors, en moins de 10 minutes, je vais poser ma question au troisième président de ce plateau. Je suis gâté. J'ai envie de poser la question à quelqu'un qui vient du Ghana, qui est souvent présenté comme un des modèles de gouvernance sur notre continent, qui est courtisé par un certain nombre de pays. Quand vous êtes arrivé ici au Congo, est-ce que vous avez vu des similitudes? Est-ce que ce Congo dont on parle souvent vous donne de l'espoir ou bien vous êtes désespéré quand vous regardez ce qui se passe ici? Est-ce que les choses vont mieux? Thank you very much, Alan. It gives me very much hope because this is not the first time I'm visiting, and you can put it in perspective based on your first visit and your subsequent visit. I was here for Makutano 4, which was my first visit to Congo DR, and I have come for Makutano 5, and I can see the difference. I can see a nation that is waking up. I can see people that are more confident. I can see democratic consolidation beginning to take place. And you asked the question about the relevance between politics and economy. It has a very direct correlation between governance and business. In Ghana, since 1992, when we adopted our new constitution and created the Fourth Republic, Ghana has grown faster from 1992 till today than it ever did from independence till 1992. And so there's a correlation. There's a correlation between peace and democracy and business and economy. I'm happy that the theme of this conference is growth and competitiveness, because that's what it's about. We have a continent where we have a growing population of young people. We need to accelerate our economic growth in order that we can provide meaningful jobs for them in a growing economy. And to be able to improve our growth, we must be competitive in what we do. And so I think that this conference has been very important. I was here last year at the time Congo DR was preparing for elections. President Tshisekedi was a candidate. He appeared on this very floor, and I'm happy that Congo has gone through that process. And today we're sitting with him here as a president. I listened to him yesterday, and his speech, he struck all the right notes. One, the private sector. Government cannot leverage enough financing to grow this economy. It is private sector investments that will grow this economy. And it's not just the big private business, but the small and medium enterprises. Getting our young people to set up small businesses in auto mechanics, in plumbing, and all that kind of thing is what will grow this economy. And so I think that he struck the right notes. Also, we need to look at what level of participation the people of Congo have in the GDP growth of this economy. In my country, shortly after independence, Ghanaians controlled more than 60% of the GDP of Ghana. Today, that figure is just about 40%. The rest is controlled by foreigners. And what happens is, when your economy's GDP is controlled by foreigners, then it means that most of the profits of business are being repatriated outside.
And so when the president mentioned it yesterday, we need to encourage our people to invest and make money. We should not be afraid of making money in an economy. If you're successful as a businessman, let's know you're a success, and other people will emulate you. But if everybody has to hide his funds because government will come after you, politics will come after you, I think that is not the way to go. We need to celebrate success, let Congolese dominate this economy, so that when they make profit, that money will remain here. Fabriquer des champions, c'est quelque chose qui jusqu'à présent avait l'air d'être mal perçu dans la plupart des pays francophones. Et depuis quelque temps, on entend de plus en plus des dirigeants africains dire qu'il faut fabriquer des champions. On a entendu cela au Nigeria, ça a donné des grands champions que tout le monde applaudit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une maladie, et là je m'adresse à M. Chekanté, qui est le représentant du président Macky Sall ici, est-ce qu'il y a une maladie chez les francophones avec l'argent? Est-ce que c'est possible que chez vous, on puisse faire des champions et ne pas les regarder comme des voleurs, tout simplement? Je vais vous donner... Ça marche. Merci. Je voudrais d'abord exprimer toute ma satisfaction en ayant participé à ce panel. J'ai été comblé d'avoir écouté la jeunesse congolaise. J'ai été comblé d'avoir écouté la femme congolaise. J'ai été comblé d'avoir écouté les chefs d'État présents à ce panel et j'ai été ravi d'avoir écouté le président Félix Tshisekedi. Et je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, ça m'a fait penser à une affirmation que l'Afrique, comme René Dumont l'avait dit, vous le connaissez, je peux dire avec force que l'Afrique est bien partie. L'Afrique n'est plus mal partie. C'est pas un slogan? Non. C'est une réalité à l'exemple du Sénégal. Pourquoi? En chiffres et en lettres. Des indépendances 1960 à 2012, nous avons eu les taux de croissance les plus timorés, n'ayant pas dépassé 3,5%. Alors que le taux de croissance démographique dépasse 3%. Ça a entretenu des cycles de pauvreté. Le président Macky Sall est venu avec une pensée cartésienne d'organisation et de méthode qu'il a appelé le plan Sénégal émergent, qu'il a programmé sur des axiomes. 3 axiomes. L'axiome en mathématiques, c'est retrace la réalité. La transformation structurelle, le capital humain qu'on retrouve dans le programme du président Tshisekedi. Monsieur le ministre, je ne vais pas vous interrompre, mais bon, on ne va pas faire une campagne de Macky Sall. Ce n'est pas une campagne. Ce n'est pas une campagne, je suis en train en ligne. Parce que, c'est-à-dire, un président qui ne veut pas être seul doit avoir un programme opérationnel. Parce qu'il va être jugé par sa jeunesse, il va être jugé par ses populations. Et c'est ce qu'a fait le président Macky Sall à travers le plan Sénégal émergent. Maintenant, si vous pouvez revenir à ma question, ça m'arrangerait bien. Oui, non. Je reviens dans la question. Je reviens. Le président Macky Sall est en train de former des champions en donnant déjà à sa jeunesse un accès au financement. Il a créé la DER, c'est-à-dire la délégation à l'emploi rapide. Parce que la clé de voûte pour les jeunes, pour les femmes, c'est l'accès au financement. Il a mis 100 milliards dans une délégation et pour dire aux jeunes, ces 100 milliards-là vous sont destinés et presque sans intérêt. Sans intérêt. Sans intérêt. Donc et cela a permis, parce que le président, quand il venait dans le premier plan d'action priorité, il avait promis sur 10 ans 600 000 emplois. En moins de 7 ans, il en a créé 1 million. Il a multiplié le PIB sénégalais par 1,5. Il a multiplié les exportations par 2,5. Et là, je me suis retrouvé dans le programme du président Tshisekedi quand il a demandé aux jeunes de retourner à la terre. Nous avons atteint presque l'autosuffisance alimentaire à cause de ces programmes du président Macky Sall. En un quinquennat, il a créé 196 fermes natangées.
Bon, Non, mais je parle statistique là. D'accord. Non, attendez. J'ai bien compris. Non, je parle statistique. Parce que nous sommes, au départ, pour le premier plan d'action prioritaire, nous sommes partis à Paris, devant les bailleurs de fonds, présenter un programme. Au finish, nous sommes revenus faire un bilan dans la transparence et dans la bonne gouvernance. Présenter le second plan d'action prioritaire. Nous voulions 2 000 milliards, nous en avons eu 17 000. Et là où c'est important, pour répondre à votre question, voilà. Nous avons dit, parce que dans la première phase, la transformation structurelle a été portée par l'État. Les investissements en matière d'infrastructure, ça a été porté à l'État. Il y a une corrélation positive et une corrélation négative. La corrélation positive, c'est que nous avons eu une croissance saine, durable et inclusive. Nous avons pu, à travers des programmes avec le PNUD, d'ailleurs, le PIDC, les bourses de sécurité familiale, entre autres, nous avons pu associer le qualitatif et le quantitatif. Mais nous avons dit, sous le second plan d'action prioritaire, le président a pu faire adhérer la communauté internationale. C'est le secteur privé qui va porter cette transformation structurelle. Mais un secteur privé fort. Avec des champions. Avec des champions. Avec des champions. Mais je me retrouve parfaitement dans le discours de M. le Président de la République. Parce que quand il a dit hier, 25 000 entreprises étrangères financent 80% des impôts. Il faut que cette initiative privée retourne aux Congolais. Il faut que cette initiative privée retourne aux Africains. C'est cela le sens de ce grand marché-là. Parce que le commerce intra-africain est faible, 15%, moins de 15%. L'Afrique, avec ce qu'elle représente, même pas 3% du commerce international. Nous avons 80% des terres arabes non utilisées. Il y en a 80 millions ici, dont 40 millions irrigables. Le Congo peut nourrir l'Afrique dans une certaine... Justement, le Congo peut nourrir l'Afrique. Le Congo peut nourrir l'Afrique, mais on continue d'attendre que le Congo se réveille. Est-ce vous n'avez pas le sentiment, Monsieur le Président, que pendant trop longtemps, on a mis l'accent essentiellement sur la richesse minière, oubliant les autres secteurs? Et est-ce que dans ce nouveau mandat, dans cette nouvelle optique, vous allez développer les autres secteurs? Parce qu'ici, on en a beaucoup parlé. Bien entendu. À propos du réveil du Congo, moi j'aimerais dire à ceux qui sont encore distraits que le Congo est réveillé. Il y a eu dans ce pays, il y a quelques mois, un événement historique que l'on n'a jamais vu. Et Dieu sait combien parier sur une catastrophe. Il y a eu une alternance démocratique et pacifique ici. Là où bon nombre disaient qu'il y aurait un bain de sang. Donc je crois que de part et d'autre, quels que soient les clivages politiques, nous avons pris conscience de ce que le Congo vaut et de ce que le Congo est capable de faire. C'est ça qui va nous conduire justement vers cette émergence que l'on attend du Congo, que l'on a souvent qualifié de géant ou de tigre au pied d'argile, mais maintenant le Congo est debout et il va avancer. Lorsque vous dites réveil, Monsieur le Président, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le noir, ils ont du mal à se réveiller. Dans ce pays, il y a 6% seulement de gens qui ont l'électricité. Est-ce que c'est une priorité? N'est-ce pas Je sais que vous en avez fait une urgence. Vous avez mis en place une politique d'urgence en matière d'énergie. Dans combien de temps le Congolais qui est dans l'arrière-pays pourra appuyer sur le bouton et avoir l'électricité? Est-ce qu'on va continuer avec les mêmes programmes géants qui durent depuis des décennies, Inga 3, qui est devenu un peu l'Arlésienne, ou est-ce qu'on va développer des choses avec des privés qui sont ici dans cette salle, qui ont entrepris des choses? Il y en a qui pensent que c'est le privé qui, dans ce domaine-là, va travailler. La politique d'urgence, en fait, des 100 premiers jours, comme on l'appelait, ce n'était pas que dans le domaine énergétique, c'était dans plusieurs domaines, parce qu'il fallait envoyer un signal. Vous avez parlé tout à l'heure de sortir du secteur des mines, et j'allais le dire,
notre intention est de diversifier notre économie en s'appuyant principalement sur l'agriculture et les technologies nouvelles. Et donc, c'est vrai que on nous a souvent fait le reproche d'avoir des projets, des éléphants blancs ou des choses comme ça, mais il ne faut pas minimiser cela. C'est un potentiel réel que nous avons eu pour des raisons X ou Y. Nous n'avons pas eu l'occasion de les développer. Cette fois-ci, je crois que c'est très, très important de le faire parce qu'on ne peut pas imaginer le développement sans industrialisation. Et cette industrialisation ne peut venir que par l'énergie. Notre énergie, j'ai dit ici que nous avions des potentialités énormes avec Inga, mais on fait une fixation sur Inga, mais à côté d'Inga, nous avons des centaines de sites moins importants, mais tout aussi capables de générer de l'énergie. Et ceux-là, ce sont des projets qui vont beaucoup plus vite. Nous nous inscrivons là-dedans. Nous avons une politique de ce côté-là et même déjà des partenaires qui frappent à nos portes pour nous aider à réaliser ces projets. Donc l'énergie, c'est une de nos priorités et c'est celle-là qui va nous aider à faire décoller économiquement le Congo. Madame la Présidente, vous avez l'expérience des institutions financières internationales, vous êtes économiste, vous avez travaillé sur ces sujets-là pendant longtemps au sein de ces institutions financières internationales. Là, on parle de ZLEC, on parle de zone de libre-échange économique continentale. Est-ce que économiquement, vous voyez ça se mettre en place? Quelles sont les priorités? Quelles sont les choses qu'il faut faire dans l'immédiat pour que ça devienne réalité? On sait que ça passe par l'économie. Comment mettre ça en place rapidement pour que les gens ne se découragent pas? Let me say first that the CFTA, Continental Free Trade Area, which has recently been ratified and made effective by our countries, is an important first step. That provides us with the impetus, the guidelines for being able to address the other things that need to be done. We need to implement the protocol on the free movement of people so that more people can move freely, carrying capital, carrying skills across borders without going through the difficulties that some of them now face in certain places. We need to do more on infrastructure, the connectivity that we need to link our countries with roads, with railroads, with communication systems. We need to do more in training in the STEM, science, technology, engineering, and maths. We need to do that because too many of our young people in some of our countries are still far behind in those areas. And so the other thing is, I think our own national agendas need to align with what the CFTA calls for so that we don't have a protocol that has all the elements in it, and then we find our own countries based on our own preferences and our own priorities maybe going off in different directions that may not be in accord with the requirements of it. But I do think that the continent is moving in the right direction in that regard. I do think that many of our countries have already qualified at a certain level to be able to move even faster, and they can pull the slower ones that are behind. But I think the commitment of today's African leaders are different. African leaders are committed to development. They are committed to regional cooperation and integration. They are strong. They are young. And we're beautiful. We, the older ones, are passing the torch to them so they can take it and make sure. Mais dans le même temps, vous avez rencontré les hommes et les femmes qui font ce changement-là. On a dit que le développement ne peut pas se faire sans les femmes. Mais certains disent qu'il y a un retard dans la formation des femmes. Est-ce vrai? Est-ce que les femmes que vous avez vues sont capables de participer à ce changement de paradigme? Well, they are not only able to participate in the change, they are leading the change.
Ça veut dire qu'on dit des bêtises lorsqu'on dit que les femmes africaines ont encore un peu de retard en matière de formation. Vous qui avez travaillé pour les institutions internationales, dans cette salle, il y a des chefs d'entreprise qui, pendant plusieurs jours, planchaient sur le modèle de développement et de gestion en Afrique, en disant que les modèles importés étaient des modèles qui n'étaient pas adaptés à nos réalités et qui, quelquefois, étaient néfastes à notre développement. Vous connaissez le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et toutes ces structures. Est-ce que les Africains doivent continuer d'écouter ceux qui viennent là-bas ou doivent-ils créer leur propre modèle aujourd'hui? Et lequel? Maintenant, la frègue est changée. L'Afrique a changé. Even though we continue to need and negotiate programs with the IMF, these days the IMF does not dictate and dominate what our programs are. It's our own leaders that are taking charge of it. And so things have changed. Les choses ont vraiment changé. Est-ce que les dirigeants que vous êtes, et là je m'adresse à M. Dramani, au président Dramani, est-ce que les présidents que vous rencontrez, que vous croisez aujourd'hui, parlent de façon égale avec les autres dirigeants, sont moins complexés? Parce que pendant longtemps, on serrait un peu les fesses, excusez-moi l'expression, lorsque certains rencontraient les dirigeants et se pliaient en quatre, en se disant le chef est venu, Dieu est là sur terre. Est-ce qu'aujourd'hui, ils regardent leurs homologues d'ailleurs sans complexe? No, I don't think that we should have a complex. Leaders are elected to do a job, and the first thing that must be your priority is your own national interest. And so when you go to the international platform, you must be looking at what is good for your country and working to achieve the best for your country. And so we meet at the United Nations in other multilateral platforms. Of course, we're supposed to collaborate as nations, but in every interaction that you do, you look at what benefits your Mais vous savez très bien que pendant longtemps, certaines politiques étaient dictées d'ailleurs. Là, je vais me tourner vers le président Tshisekedi. Vous ne tendez pas l'oreille pour savoir ce qu'on pense à Paris, Londres ou Bruxelles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les mains libres et vous vous tournez simplement vers ceux dont vous avez la responsabilité? Non, évidemment, nous sommes dans ce qu'on appelle la mondialisation. On ne peut pas diriger un pays aux enjeux aussi importants, à la fois continentaux et même au-delà, sans tenir compte des avis et considérations des autres partenaires. Mais attention, ce ne sont que des avis et considérations, ce ne sont pas des injonctions. Donc nous restons et nous tenons à demeurer libres. Nous restons et nous tenons à demeurer libres et indépendants. C'est ce qu'ils attendaient d'écouter les dirigeants en disant pourvu qu'il ait les mains libres. Je vois le président Mahamat qui veut dire un mot. Draman? Yes, I want to give you an example. We discovered oil in Ghana, and we had international partners who came and joined us. Tullow, Anadarko, several international oil companies. And they began to produce the oil, and we decided to pass a local content bill. That meant that the bulk of people who should be employed in the oil services industry must be Ghanaians. Of course, the American ambassador and the UK ambassador came to me and said, "We're not happy about your local content bill." And I said, well, I don't expect you to be happy about it. As long as Ghanaians are happy about it, I'm fine. And so we must capture the commanding heights for our people. You don't make your laws and take your policy decisions because somebody outside is going to be happy about it. You take them because your people will be happy and they'll prosper out of the policies that you implement. Ce qui est agréable à entendre aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on parle de la libre circulation des marchandises, etc. Est-ce qu'aujourd'hui,
très concrètement, l'Afrique de l'Ouest se sent proche de l'Afrique centrale, qui se sent proche de l'Afrique des Grands Lacs. Est-ce que cette rupture n'est pas naturelle aujourd'hui, finalement, au fil des années, monsieur le ministre Cheikh Kanté? Non, je pense que nous sentons beaucoup d'amélioration. Nous sentons beaucoup d'amélioration dans ce domaine-là sur le commerce intra-africain. Je suis bien placé pour en parler parce que j'ai été pendant 5 ans directeur général du port de Dakar. Je suivais un peu les flux et les destinations. Alors, je te disais tout à l'heure, mon ami, ce qui était important, c'était la vision de nos chefs d'État. D'abord, une vision claire, nette et précise. Cette vision-là, aujourd'hui, nous rend moins dépendants par rapport à l'étranger. Je reviens sur le plan Sénégal émergent. Comment avons-nous fait pour financer ce plan? C'est parce que d'abord, le président Macky Sall a dit « nous comptons sur nous-mêmes ». 60% du budget est autofinancé par le Sénégal. Le reste, partagé entre les partenaires techniques et financiers. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'aucune économie ne peut vivre en autarcie. Nous sommes pour le multilatéralisme. Pourquoi? Parce que ça crée les conditions d'une transparence. Nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons besoin de partenaires, aussi bien publics que privés. Mais tout en respectant les conditions de souveraineté. Et c'est la raison pour laquelle la prochaine conférence que nous allons organiser à Dakar en décembre prochain va porter sur développement et dette. Le développement et la dette. Et la dette. Parce que les pays se développent, ont un besoin de financement. L'aide publique au développement, elle stagne. Les engagements internationaux ne sont pas souvent respectés, Alain. Depuis le sommet de Cancun, du dialogue Nord-Sud, le sommet de Doha, le sommet de Montreuil, le sommet d'Addis Abeba, alors que nos pays, nos États ont besoin de financement. D'autres sources se présentent. La majeure partie des pays en Afrique subsaharienne n'ont pas encore atteint le seuil viable par rapport aux objectifs de développement durable. Les économistes calculent 20% du PIB d'ici 2030. Comment devons-nous faire? Je vous pose une question. Est-ce que le président Félix Tshisekedi est responsable de la dette qu'il a trouvée? Non. Il y a normalement continuité de l'État. Je suppose qu'il ne va pas, que chaque président ne va pas venir en pays et puis partir en disant le suivant n'est pas responsable. Nous voyons la coopération. Nous sommes aujourd'hui pour l'annulation de cette dette. Est-ce que c'est pas un peu facile? Je me fais l'avocat du diable, non. Même si j'aimerais bien qu'on annule la dette africaine. Est-ce que c'est un peu facile? Elle avait été annulée à travers un programme PPTE, mais mal géré. Mal géré par qui? Par ceux qui en avaient bénéficié. Comme le Sénégal. Pourquoi vous voulez que celui comme le Sénégal endosse la responsabilité? Non, mais l'exemple du Sénégal. Le Sénégal a bénéficié d'un programme PPTE. Oui. Mais la corrélation est négative. Entre 2000 et 2012, on n'a pas eu un taux de croissance qui a atteint 4%. C'est-à-dire le taux de croissance qu'on a eu, malgré l'accumulation de la dette, ne pouvait pas absorber le taux de croix démographique. C'est-à-dire que... Mais la faute à qui, monsieur le ministre? La faute au président qui était là-bas, qui n'avait pas assez de vision. Mais c'est ça. Mais pour l'international, ce président, il était bien sénégalais. Mais il est sénégalais. Pourquoi voulez-vous qu'on annule cette dette attends. Si c'est un Sénégalais qui a mis... un Sénégalais, peut-être qu'il y a eu une myopie à un moment donné dans mais le choix. Mais il était président. Hein? J'espère, monsieur le président, qu'après vous, on ne dira pas que vous étiez myope en organisant tout ceci. Non. Je le suis déjà pour commencer, donc on n'inventera rien en le disant. C'est inquiétant quand vous dites ça, hein? Pardon? C'est inquiétant quand vous avouez d'un coup comme ça que vous êtes myope devant tout le monde. Bah, est-ce qu'il va regarder mes lunettes, mes lunettes à elles seules expliquent cela. mais Alain, la pathologie, elle était unanime. Vous avez parlé d'énergie tout à l'heure. Moi, quand je suis arrivé comme ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, que j'ai vu dans les statistiques que dans mon pays,
entre 1960 et 2012, il n'y avait que 1649 de villages électrifiés sur plus de 15 000 villages. C'est-à-dire, entre 1960 et 2012, les autres États... C'est déjà mieux qu'au Congo, hein, quand même. Oui, non, mais voilà. Entre 1960... On n'a que 6% ici, c'est pas moi qui l'invente. Non. Vous pouvez huer, mais c'est la réalité. Non, les 6% dont le président a parlé hier, c'est le taux de bancarisation. Non, d'électrification. Bancarisation. Électrification. C'est vrai que l'électrification n'est pas... Électrification. Chez nous. L'électrification est à 9% à peu près. Bon, 8, on ne va pas chipoter sur les... Monsieur le Président. Bon, alors, imaginez-vous, 1960, 2012, 1649 villages électrifiés. Dans notre premier plan d'action prioritaire, on en a fait 554 par an. Dans 2 ans, nous allons avoir l'électrification universelle. Moi, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre... Non, mais laissez-moi continuer. L'autre pathologie, non, mais je vous réponds, Alain, je vous réponds. Non, mais on m'avait dit, si vous invitez le Sénégalais, il va faire la campagne et il va prendre la parole. Non. Pour la formation, parce que le président Tshisekedi, comme le président Macky Sall, mise sur le capital humain. Entre 1960 et 2012, nos universités ont passé tout leur temps à former des chômeurs. Parce qu'il a fallu, parce que les programmes n'étaient pas adaptés, il a fallu la réforme du président Macky Sall sur l'alignement de l'enseignement supérieur et de la formation à la respiration économique. Vous allez me contraindre. Non. Vous allez me contraindre, Monsieur le Ministre, à inviter pour l'équilibre un membre de l'opposition. Comme vous voudrez, quand vous voudrez. Moi, je maîtrise mes chiffres. Je suis d'abord aussi, quand je viens faire des débats au Sénégal, ils maîtrisent bien les chiffres aussi. Non, les c'est pas pareil. Parlons ZLEC si vous voulez bien, Monsieur le Ministre. ZLEC, je pense que ZLEC, c'est une nécessité fondamentale. Voilà. Il faut un marché africain, déjà, pour l'industrie africaine. C'est important. Mais est-ce qu'il ne faut pas, et là je vous interromps pas parce que vous avez pris beaucoup de temps, Monsieur le Ministre, est-ce qu'il ne faudrait pas, et là je m'adresse à l'économiste, Madame Hélène Johnson-Sirleaf, des spécialisations par région pour permettre que les choses s'arrangent? Parce que quand on parle économie, on n'a pas parlé santé, on n'a pas parlé éducation, et on ne pense pas qu'un seul pays puisse organiser tout ça de façon efficiente. Est-ce qu'en étant l'énorme marché dont on parle, il n'y a pas moyen que chacun s'occupe de quelque chose pour que le résultat soit positif? N'est-ce pas ça l'urgence aujourd'hui? I think, each country that have their own development agenda ensure that the balanced allocation to be able to promote private sector growth, to be able to carry out some of the regional arrangements such as the CFTA, but at the same time, we never forget the fact that unless we're going to achieve our growth rate, we have to have healthy people. We have to have educated people. And so, there's a balanced approach in making sure that inclusive growth, so that the benefits from growth as a result of major activities in the productive sector would then be used to be able to address needs, in the security, social security sector. So, and I think, we all are fully paying attention to that. Each country has to do it in accordance with their own national specificity, but I think each of us are planning in such a way that our budgets and our allocation are efficiently put so that we address those needs. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais poser la question au Président Félix Tshisekedi. Là, on a parlé un petit peu économie. J'aurais voulu donner le micro dans la salle, mais on m'a gentiment dit ne tends pas le micro à tout le monde, donc autant ne pas le tendre. Mais bon, je dis ça en forme de boutade, rassurez-vous. Est-ce que vous nous promettez que l'année prochaine, vous aurez d'autres collègues qui viendront parler ici d'économie et que vous allez pouvoir permettre que d'autres dirigeants de ce continent qu'on n'écoute pas beaucoup puissent se prononcer sur l'avenir de notre continent, sur l'avenir économique de notre continent, et que ce soit un rendez-vous qui devienne vraiment notre rendez-vous à nous, parce que pour l'instant, c'est des rendez-vous importés.
Oui, bien entendu, mais avant cela, permettez quand même que je renchérisse sur ce qu'a dit Madame Hélène Sirleaf à propos de la spécialisation de l'économie. Je crois que il faut une spécialisation, mais elle ne doit pas être décrétée. Cela sera régulé par les lois du marché et les besoins d'échanger, de commercer entre États africains. Et ça nous amènera forcément à des échanges avec des spécialisations dans les produits proposés. Donc, alors pour revenir à ce que vous dites, ben, écoutez, ça ne dépend pas de moi. L'initiative de Makutano est tellement louable qu'il faut évidemment souhaiter que cette initiative aille grandissante. J'en suis tellement fier que lors du dernier forum sur les investissements en Afrique organisé à Abuja par la banque UBA de Tony Elumelu, lors du panel présidentiel, j'avais lancé l'invitation à mes pairs présents pour les inviter à ce forum Makutano qui est une merveille et une fierté pour la République démocratique du Congo. Donc j'espère que oui, cette initiative ira crescendo et que nous aurons de plus en plus de dirigeants africains ici au Congo. Qui ne vient pas juste pour manger le macayabou et le... Monsieur le Président, je vais me permettre, c'est tellement jouissif, je vais me permettre de terminer sur les antennes de Radio France Internationale en demandant à cette assistance, où ce sont tous des patrons, et vous-même, à nous lever pour chanter l'hymne congolais sur les antennes de RFI pour le reste du monde, s'il vous plaît. Et c'est sur cet hymne que va se terminer notre émission. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait une cantatrice dans la salle qui était l'organisatrice de ce rendez-vous et qui puisse entonner l'hymne national, s'il vous plaît. C'est Nicole qui chantait tout à l'heure.